Il nous tardait de vous retrouver, chers Lève-Tôt. Bonjour et bienvenue sur votre programme matinal, votre matinal d'actualité et d'information. Eh bien, c'est ici qu'il faut être quand on veut s'informer. Toutes nos excuses pour le retard que nous accusons dans le démarrage de votre matinal de ce jour. Vous le savez, nous sommes bien entendu le 30 janvier 2025. Christelle Tongodo, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman. On démarre tout de suite par le bulletin d'information. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au bulletin d'information. Retour sur la rencontre du porte-parole du gouvernement avec les jeunes de la commune de Dogbo. Entre autres préoccupations soulevées par les participants, la prise en charge des soldats béninois blessés ou décédés en mission. Voici la réponse de Wilfried Léon Roubedji, porte-parole du gouvernement. On a 152 ayant droit, sachant le péril qu'il y a avec ce mal-là, on a fait voter une loi pour dire si vous êtes un soldat ou même un civil mobilisé pour aller en mission spéciale, si vous êtes blessé au point de ne plus pouvoir être opérationnel, il y a les accompagnements que l'État vous fait. Si malheureusement vous tombez au front, et sans vouloir être méchant, demandez-leur, vous diront pour un soldat, il n'y a pas plus grand honneur. Je ne me réjouis pas. On fait en sorte de donner quelque chose à votre famille, je ne vais pas dire le montant, mais c'est en termes de millions et de millions et de millions. On prend en charge vos enfants jusqu'à l'âge de 21 ans, éducation, santé. Allez dans la sous-région et revenez me dire si vous avez trouvé ça quelque part. Laissons le gouvernement faire ce que la loi lui demande de faire. Et si le gouvernement ne fait pas, en ce moment interpellez-nous. Dites-nous, mais il y a telle famille où il y a des ayants droit et ils n'ont pas encore eu ce à quoi ils ont droit. C'est pas ce que vous avez promis. Là, je serai d'accord avec vous. 70 milliards de dollars pour développer une électricité fiable et abordable sur le continent africain. C'est la promesse des dirigeants réunis au sommet sur l'énergie du 27 au 28 janvier dernier. Ceci pour accélérer l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes sur le continent. Le Bénin n'a pas manqué de réaffirmer son engagement pour en finir avec le déficit énergétique. C'est ce que nous explique Jérôme Moubo et Mohamed Bio. Lors de la cérémonie d'ouverture, les grandes institutions financières ont rappelé l'urgence d'accélérer l'électrification du continent. Le président du groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a insisté sur le fait que garantir l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030 est une nécessité pour stimuler la croissance et l'innovation en Afrique. De son côté, Akinwumi Adesina a assuré que la Banque africaine de développement continuera d'apporter son soutien technique et financier aux États engagés dans des politiques énergétiques ambitieuses. Pour sa part, le président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh, a indiqué qu'il faut pour l'Afrique une approche concertée pour exploiter les ressources et bâtir un avenir énergétique résilient. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, hôte du sommet, a souligné que l'Afrique ne peut plus se contenter de solutions temporaires. 300 millions aujourd'hui d'Africains manquent d'énergie. Cela représente 3% de ce déficit énergétique mondial. Le taux d'électrification en Asie du Sud-Est est atteint 96,5% en 2019, alors qu'en Afrique aujourd'hui, ce taux est moins de 50%. Par ailleurs, pour avoir un accès universel, il faut se battre d'ici 2030. Lorsque l'on voit le taux d'électrification en Afrique sans intervention collective, d'ici 2030, il y aura 540 millions de personnes qui n'auront pas encore accès à l'électricité. Représentant le président Patrice Talon, la vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimeyerima a mis en lumière les réformes entreprises par le Bénin depuis 2016 pour garantir l'accès à l'électricité aux populations.
Il y a que nous disposons déjà d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables. Nous avons un code de l'électricité, nous avons une stratégie nationale d'électrification, nous avons un cadre réglementaire hors réseau pour faciliter l'accès à l'électricité aux zones rurales. Nous avons une stratégie de raccordement à moindre coût qui permet donc aux populations d'avoir accès à l'énergie. En dehors des projets nationaux, nous sommes en partenariat avec les pays de la sous-région pour le développement de projets d'interconnexion régionale. Nous avons facilité le cadre du marché de l'énergie en revoyant notre code des investissements, la loi sur les zones économiques, la loi portant développement des petites et moyennes entreprises. Nous sommes une destination vraiment sûre. Grâce à des investissements stratégiques, le Bénin a considérablement augmenté sa production énergétique et amélioré son autonomie. Mariam Chabi Talata Zime Yerima a également exprimé son espoir de voir de nombreux investisseurs affluer vers le Bénin, qui est aujourd'hui une destination prisée. Parmi ceux qui sont ici, il y a des investisseurs. Nous les invitons à venir s'installer chez nous. Le climat leur est favorable. Les réformes sont vraiment en cours et nous sommes, en ce qui concerne les investissements, un pays aujourd'hui sûr. Tenez par exemple au Bénin, en 1 ou 2 journées, vous pouvez créer votre entreprise au Bénin. Donc, s'il y a une destination vers laquelle les gens doivent se ruer, c'est la destination Bénin. À la clôture du sommet africain sur l'énergie à Dar es Salaam, les chefs d'État présents ont pris plusieurs engagements majeurs pour accélérer l'électrification du continent. Ils ont convenu de renforcer les investissements dans les infrastructures énergétiques, de faciliter les partenariats publics-privés et d'adopter des politiques favorisant la production de l'énergie propre. La délégation béninoise est raccompagnée à l'aéroport avec honneur, satisfaite de son séjour à Dar es Salaam. Et dans le reste de l'actualité, encore une étape et l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos sera une réalité. Après une étude de sa 4e composante, l'heure est à la validation des résultats et c'est à travers un atelier à Cotonou. Les détails avec Alain Sochoumé et Alexis Kenob. Un projet colossal prend corps en Afrique de l'Ouest, l'autoroute Abidjan-Lagos. Elle passe par Accra, Lomé et Cotonou. Un atelier de validation du rapport final provisoire de l'étude sur la facilitation du commerce et du transport a lieu à Cotonou. Comme vous le savez, les chefs d'État des 5 pays du corridor ont validé la construction d'une autoroute Abidjan-Lagos. Et ils sont réunis ici aujourd'hui pour l'étude sur la facilitation du commerce et du transport. La commission a recruté des consultants pour faire des études sur le terrain et sur la facilitation du commerce et du transport pour que la construction de l'autoroute puisse prendre en compte toutes ces données. Un corridor économique prise en compte toutes les parties prenantes, en particulier le secteur privé, les petites et moyennes entreprises, entrepreneurs informels. C'est très très important pour un corridor clé dans la région de la CEDEAO. Vous savez que la douane est une administration qui est présente aux frontières, donc est au cœur des échanges. Qui parle de facilitation des échanges, parle des échanges de marchandises. Et donc la douane, en tant qu'administration présente aux frontières, a un grand rôle à jouer. Et c'est pour ça que la douane participe à ce projet pour essayer de simplifier les formalités, simplifier les procédures, pour faciliter les échanges dans le cadre de ce projet. L'autoroute Abidjan-Lagos sera assurément un nouvel instrument d'intégration des peuples ouest-africains.
Radio digitale en Afrique, c'est le terme d'une session de formation à l'endroit des professionnels des médias. Cette conférence est organisée entre autres par l'Union radiophonique et télévisuelle internationale et le CITEF. Il s'agit de mettre à disposition des participants les outils nécessaires pour faire face aux mutations technologiques et aux nouvelles habitudes d'écoute des auditeurs. Au siège du CITEF à Cotonou, Alexis Segbemon, Amadi Anyamboso. On note également un intérêt croissant pour l'Internet, n'est-ce pas, qui est devenu un moyen quand même assez répandu. Le numérique transforme aujourd'hui les modes de communication et de consommation des contenus médiatiques. Il offre de nouvelles possibilités aux radios. Aujourd'hui, tout est en train de se digitaliser. La bande FM, c'est exactement comme pour la télévision. On va passer au numérique. On traîne toujours un peu en Afrique, mais d'ici 10 ans, 20 ans, il n'y aura plus de bande FM. Et donc, il est important de s'adapter aux transformations technologiques pour survivre, plutôt que d'essayer de faire de la résistance, parce que de toutes les façons, on va devoir y passer. Pour l'instant, l'Afrique n'est pas encore au tout numérique. C'est que quand on aura ce tout numérique-là, eh bien, toutes les radios vont être concentrées sur une seule fréquence. Les journalistes, les techniciens, les producteurs auront effectivement besoin d'être formés dans la façon de faire de la radio numérique. Cette formation sur la radio digitale permet de réfléchir sur ce média en Afrique. Les participants vont approfondir leurs connaissances sur l'avenir de la radio sur le continent. Les radios foisonnent et un peu partout où vous vous situez aujourd'hui, vous avez le téléphone, vous pouvez écouter de la radio. Voilà, c'est de ça il s'agira durant tous ces 3 jours de section. Ils vont parler des moyens techniques, ils vont parler de la production, et aussi de la stratégie pour développer la radio numérique. Et pour ça, nous avons des experts qui sont venus d'un peu partout. Il est très important que les professionnels africains prennent en compte les mutations du paysage audiovisuel mondial et notamment l'apport, l'impact du numérique pour voir les transformations nécessaires pour continuer de parler à un public africain, un public qui est très jeune, qui est très porté sur le digital et de faire en sorte que la radio ne soit pas décrochée par rapport à la réalité de ce public. Au terme de la formation, les professionnels issus du secteur public et du privé vont disposer des outils pour amorcer le basculement de leur radio dans le digital. Dernier sujet de ce bulletin d'information, Didier Tonato a effectué une descente ce mercredi au pied du monument de l'Amazone. Objectif de l'autorité ministérielle, apporter des clarifications sur les conditions d'accès à ce site très fréquenté par le grand public. Suivant les propos du ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable au micro de Génial Afouda, Moussi Aboka et Venceslas Aroimo. La place emblématique qu'il y a aujourd'hui, que tous les Béninois visitent, les Cotonois et même les étrangers, c'est l'esplanade de l'Amazone, devant laquelle je me trouve, qui est une place d'abord principalement destinée au public. Vous avez dû remarquer que ça participe des aménagements qui sont attachés au boulevard de la Marina, qui est aujourd'hui le boulevard principal qui traduit l'image que nous voulons de la ville de Cotonou, mais c'est d'abord une place publique ouverte à tout le monde pour des activités publiques et des fréquentations privées, si vous voulez. Vous avez dû voir que le monument n'est pas protégé. Le chef d'État souhaite que tout le monde y ait accès. La place aussi, on peut y venir à tout moment. Elle est éclairée la nuit, mais elle est également surveillée, sécurisée pour que les activités se passent dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de conditions particulières pour y mener un certain nombre d'activités. Il suffit seulement de faire une procédure sur la page service public pour les personnes, ce qu'on peut appeler les personnes morales, qui ont des activités formelles à faire, genre activités sportives, activités de loisirs, rassemblements. Il faut une autorisation. Mais il ne faut pas payer des droits pour utiliser la place. De même, les populations en général peuvent venir ici, mener des activités familiales, des activités de groupe, des activités de fraternité, des activités amicales entre des groupes
qui peuvent se retrouver ici pour se détendre, se reposer, se promener et se donner à des activités de loisirs. C'est d'ailleurs pour ça que des toilettes ont été construites. Vous avez dû voir, ces toilettes sont accessibles, tant ici sur l'esplanade de l'Amazone que sur le champ de foire de l'autre côté. Il y a également des toilettes sur le jardin de Mathieu. Ce jardin de Mathieu sera ouvert bientôt au public. Ces places-là sont destinées à être utilisées, valorisées par le public de Cotonou. Ce que nous souhaitons, c'est que les populations qui viennent ici, ceux qui fréquentent ces places, aient vraiment des gestes et des comportements éco-citoyens. Et je voudrais vraiment insister pour dire que les pique-niques sont autorisés, les rassemblements sont autorisés, les activités de toute nature sont autorisées. Nous voulons que la place soit utilisée, valorisée. L'État l'a fait pour d'abord le peuple. Vous avez dû voir que le 1er août, c'est une fois dans l'année qu'on vient faire une manifestation dûment officielle. Mais après ça, il y a des activités de loisirs qui s'y déroulent. Mais fondamentalement, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cette place n'est pas interdite à la fréquentation populaire. Elle est ouverte et toutes les commodités y sont. Gestion des déchets, gestion de toilettes, sécurité, éclairage, pour que tout se déroule dans de meilleures conditions. Et c'est fini pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo. Je pense qu'il faut avoir des comportements responsables, hein, Christelle Tongodo. La place de l'Amazone, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. On peut y avoir accès et c'est toujours avec plaisir hein, que nous y allons les week-ends, même en semaine parfois. Il y a un monde fou hein, à la place de l'Amazone en semaine. Nous devons tous contribuer à maintenir cet endroit propre. C'est important, n'est-ce pas Christelle Tongodo? Absolument, les gestes éco-citoyens, ça préserve également notre santé. Oui. Donc, important de garder notre environnement de façon générale propre. Ça va de notre santé. Voilà, c'est une place que le monde entier nous envie, il faut le dire. J'ai pas tort de le dire en tout cas. Quand on voit le nombre de touristes qui affluent par ici et qui n'ont qu'un seul réflexe, aller découvrir la place de l'Amazone, je pense que nous avons tous intérêt, n'est-ce pas, à préserver ce symbole fort, n'est-ce pas, de notre Bénin commun. Allez, tout de suite, voici pour vous la revue des titres. La revue des titres, on feuillette ainsi les journaux pour voir quelles sont les unes de ce jour, 30 janvier 2025. Et on démarre tout de suite, cher Lève-Tôt, par l'autre quotidien qui s'intéresse, un peu comme tous les quotidiens aujourd'hui, à cette affaire tentative de coup d'État. L'autre quotidien affiche donc en manchette Boko et Omé qui gardent toujours le silence, mais l'État leur réclame 77 milliards de francs CFA à l'audience. L'autre quotidien toujours à propos de la polémique sur un troisième mandat. Patrice Talon, cette question est derrière nous depuis un temps. On quitte l'autre quotidien pour retrouver Dabarou qui affiche en manchette cette information. Luc Atroko à propos du président Patrice Talon, il fallait le créer s'il n'existait pas. Voilà donc l'information à lire en manchette de Dabarou qui évoque également cette actualité participant à la 8e conférence du réseau francophone des régulateurs des médias. Édouard Locaux partage l'expérience de la RAC du Bénin. Un coup d'œil à présent du côté de quotidien Le Routier, voilà. Et on voit en manchette cette information. Célébration des 86 ans d'introduction du culte Tronqueto Deka au Bénin, Rounogan Papa Rossou des Fodji Tchédji 2
et la communauté Tron en tête sur le parrainage de l'honorable Da Metofodi Vidjenaï. Voilà, Vidjenaï. Et le routier toujours, procès Bokor Omeki, jour 5. Eh bien, l'État béninois réclame 77 milliards et la saisie de tous les biens des principaux accusés. Matin libre, à présent, procès devant la criette Omeki, des propos similaires à ceux de Madougou et Aïvo. En forme Matin libre, procès Bokor Omeki et compagnie, il risque de tout perdre, nous apprend Matin libre, qui s'intéresse également au marché régional de Natitengu. Ça grogne chez certains artisans, une collecte illégale de fonds en est la cause. Alors, on poursuit notre quête des unes ce matin et nous atterrissons à l'événement du jour. Accès en temps réel des statistiques crédibles au Bénin. Bientôt, une base de données spécifique sur l'enseignement supérieur. Le gouvernement pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé. L'événement précis, l'événement du jour toujours, réalisation d'infrastructures sportives modernes au Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon veut reconstruire le stade René Pleven de Cotonou. Bonne nouvelle en tout cas. Et à l'international, nous allons sur la page de France 24. États-Unis, Donald Trump prévoit l'envoi de migrants sans papier sur la base de Guantanamo. France 24, toujours. RD, Congo, Rwanda, quelles sont les raisons du blocage diplomatique? Eh bien, voilà, c'est à lire sur la page de France 24, RD Congo, Rwanda, 3 décennies de tensions et d'instabilité chronique dans le Nord Kivu. Ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. On va rapidement à la pause. Le temps pour nous d'ouvrir la parenthèse heure du français du jour. Restez avec nous, vous devant vos petits écrans évidemment et nous en direct de la télévision nationale. Voilà, bienvenue sur la rubrique Heure du français et non l'invité. Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour Rachidat Biomaman. Alors, comment tu vas ce matin? Ça va? Très bien, oui, ça va. Et je suis en pleine forme et ça me fait je suis très heureux de voir que tu as une couleur éclatante, donc ça sonne bien sur l'œil et puis ça attire le regard. Merci Patrick Diossou. Aujourd'hui, on fera sans notre ami Jean Fondé. Jean Fondé, il est un peu souffrant quand même. Oui, franchement, on lui souhaite prompte guérison. Oui. On espère qu'il nous retrouvera la semaine prochaine. Oui, on le souhaite vivement. Oui, on le souhaite vivement. Et donc, on va y aller, puisque aujourd'hui, on a accusé quand même un peu de retard. On va y aller très vite. Oui. Les mots du jour. Aujourd'hui, nous avons 2 mots à l'ordre du jour. Il s'agit des mots différés et déférés. Oui, ce sont 2 verbes. 2 verbes qui sont transitifs ou intransitifs. Ça dépend de leur utilisation. Lorsque l'on a le premier mot différé, le verbe transitif différé, transitif, c'est qui n'admet pas de complément d'objet. Différé, ça signifie remettre à un autre temps. Enfin, remettre quelque chose à un autre moment. Éloigner ce qu'on veut remettre. Et différer un paiement, différer une réponse, par exemple, on remet à, on reporte à, on repousse à, on retarde vers. D'accord. Et comme verbe intransitif, le mot différer, le verbe différer peut être transitif ou intransitif. Lorsqu'il est intransitif, cela signifie que c'est être indifférent, être dissemblable. Donc, on diffère de. Comme mot synonyme, on a se différencier. D'accord. Donc, c'est ça, différer. Différer, premier thème, première explication, c'est remettre à. Remettre à plus tard, par exemple. Remettre à plus tard, oui. Et deuxième explication, c'est être différent de. D'accord? Différer. D'accord. Déférer.
Déférer, c'est un mot qui est c'est dans l'air du c'est temps. dans l'air du temps. Oui. Alors, quand c'est un verbe transitif, déférer, c'est porter une affaire ou traduire une affaire à une autorité judiciaire. C'est porter cette affaire vers une autorité judiciaire. Et on diffère une affaire à un tribunal, on saisit le tribunal, d'accord? On diffère une affaire. On diffère. Voilà, pas diffère. Hein? On diffère. Pas de confusion, Patrick. Pas de confusion, oui. D'accord. On défère une affaire vers un tribunal, on défère un coupable à la justice, d'accord? On défère un coupable vers la prison. D'accord. Maintenant, il y a déférer à, qui est un verbe transitif indirect. Déférer à, qui signifie accorder quelque chose à quelqu'un, lui céder quelque chose par respect. D'accord. Donc, déférer un objet à quelqu'un, c'est le lui accorder, c'est lui donner, c'est lui accorder cette chose par respect, par autorité, par bienveillance. Le lui céder. Oui, le lui céder. Donc voilà l'explication des deux mots. Il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas confondre différer. Différer qui veut dire remettre à plus tard, et déférer qui veut dire remettre dans les mains de la justice. Oui. Très bien. Ou transférer dans les fers de la prison. Donc déférer, voilà, dans les fers de la prison, ferrer. Voilà pour les deux mots, pour les deux expressions, les deux termes pour ce jour. La mécanique du langage. Aujourd'hui, en mécanique du langage, nous allons parler de l'emploi de oui et de si. Alors, oui répond à... C'est une réponse positive à une question. L'affirmative. Oui. On répond oui. À une question interro-négative, on répond si. Quand c'est la positivité, on répond non, tout simplement. C'est-à-dire que vous prenez comme exemple... Patrick, as-tu faim? Oui. Patrick, n'as-tu pas faim? Si. J'ai faim. D'accord. Patrick, n'as-tu pas faim? Si, j'ai faim. Donc, l'emploi de si répond lorsque la question est interro-négative. Et l'emploi de si vient pour pouvoir répondre oui. Donc, si remplace oui. On ne va pas répondre oui quand on pose la question de manière interro-négative. Voulez-vous aller au cinéma, ma chère? Si. Non. On dit oui, c'est oui ou c'est non. Voulez-vous aller au cinéma, Rachidat? Oui ou non. Ne voulez-vous pas aller au cinéma, Rachidat? Si, quand vous voulez aller. Et non, quand vous ne voulez pas y aller. D'accord. Donc, voilà, il faut que la question soit une question interro-négative. C'est vrai qu'on confond les deux. Oui. Voilà, on utilise les deux à tort ou à raison. Oui. Donc du coup, aujourd'hui, c'est juste pour être clair et net. Donc désormais, le si intervient quand c'est une phrase interro-négative à laquelle vous devez absolument répondre. Oui. Donc vous pouvez dire si. Voilà. Oui. Donc il n'y a pas à dire le si partout. Utilise le si à tous les instants. Tu veux manger? Si. Non. Ce n'est pas là. Tu ne veux pas manger ou ne veux-tu pas manger? Si. Je veux manger. Je veux manger. Tu veux manger? Oui ou non. Ou non. Point. Donc, il faut qu'on revoie notre manière de voir, d'utiliser ces expressions. Voilà pour Patrick, la mécanique. Ne veux-tu pas continuer la rubrique du français? Si. D'accord, on y va. L'expression du jour, alors, oui. Le si, c'est pour appuyer le si. Ce n'est pas une faute en soi. Lorsqu'on dit si, c'est pour appuyer. Ce n'est pas une faute. Certains disent ça fait une répétition, ça fait un pléonasme, mais c'est pour appuyer ce qui a été dit. Donc, si. D'accord. On y va. L'expression du jour, elle dit ceci entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. C'est l'expression du jour. Oui, c'est une expression qui est imagée. Lorsque vous voyez l'arbre, lorsque vous voyez l'écorce, il y a certains arbres dont l'interstice, l'espace entre l'écorce et la tige même, c'est
un espace assez menu, assez réduit. Tellement réduit qu'on ne peut pas y glisser un doigt. Et il y a d'autres arbres qui sont un peu flexibles. Vous glissez le doigt, oui, vous pouvez le faire, mais à un moment donné, c'est comme si la nature se décide à reprendre sa place. L'écorce commence par se resserrer et ça peut même vous briser le doigt. Il y a certains arbres qui sont comme ça. Mais lorsqu'on utilise l'expression entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt, c'est pour dire qu'il y a certaines relations entre des personnes qui sont des relations tellement serrées que quand vous êtes intrus, il vaut mieux éviter de vous immiscer dans ces relations, d'interférer dans ces relations. Lorsque c'est deux frères ou deux sœurs qui se bagarrent, qui se disputent, il faut essayer de ne pas s'insérer parce que vous pouvez vous retrouver entre l'arbre et l'écorce, entre deux feux. Parce que ce sont des querelles de famille, ce sont des querelles de sang, des querelles de liens. Ne vous immiscez pas quand vous n'êtes pas dans le même lien. Exactement. Quand un homme et une femme il y a certains couples qui sont tellement liés que vous allez penser que le fait que les deux sont en train que vous pouvez intervenir, si vous intervenez, les deux se retrouvent face à vous. Il ne faut pas s'immiscer. Il y a des jumeaux ou des jumelles, il y a des enfants qui sont très liés, ils sont jumeaux, et lorsque vous les voyez se chamailler, vous les voyez se quereller, vous pensez qu'il faut intervenir. Quand vous intervenez, ils se retrouvent tous les deux contre vous. Il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Il y a certaines disputes qu'il ne faut pas arrêter, il ne faut pas s'immiscer, il ne faut pas s'ingérer dans cette dispute-là, parce que c'est des liens très forts. En fait, Patrick, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Ce qui n'est pas conseillé, d'accord, c'est d'intervenir en critiquant l'autre, en voulant salir l'autre auprès de sa femme. Après, quand les deux colmatent les brèches, vous devenez l'ennemi à abattre. L'ennemi à abattre. Vous devenez la personne indésirable, finalement. L'indésirable, oui. Bon, c'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans une certaine situation, on se dit, mais ne pas intervenir, c'est ne pas sauver une âme en détresse. Lorsque vous voyez un homme en train de battre sa femme, ce n'est pas ça qui est dit. C'est voir dans quelle mesure ne pas se retrouver en situation où, après que les deux personnes s'entendent, pas se sont entendus, après que les deux personnes s'entendent, que vous soyez la personne indésirable. Il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Les deux qui sont en train de se disputer, qui sont en train de se chamailler, lorsque vous sentez que ces deux-là sont vraiment unis, essayez de répondre, d'intervenir sans blesser l'un au détriment de l'autre. Voilà. Oui. Donc, intervenir pour essayer de calmer le jeu, mais quand vous vous attaquez à l'un au détriment de l'autre, celui qui n'est pas attaqué peut vous attaquer en retour. On dit l'homme qui est en train de gifler sa femme et puis un autre homme vient intervenir pour s'attaquer au mari et commencer par le bosser et la femme se jette sur l'homme, sur celui qui est venu intervenir. Tu vas me le tuer, pauvre homme. Oui. Lui qui pensait venir au secours de la dame. La dame s'est jetée sur lui pour dire tu vas me le tuer. Je t'ai dit non, je ne t'ai pas demandé ça. Donc voilà, il faut savoir comment intervenir. Dans les affaires qui ne vous concernent pas, surtout quand entre ces deux personnes, il y a un lien très fort. Il y a un lien très fort. Il faut savoir intervenir, franchement. Il faut savoir intervenir, oui. Très fort, un lien de familiarité, un lien de famille, un lien filial, un lien conjugal. Il faut savoir intervenir. Mais il faut quand même intervenir quand vous sentez qu'il y a question de vie et de mort. Il faut savoir comment intervenir pour ne pas être témoin de choses non réparables. Voilà. Et c'est un proverbe très ancien. Hein. Oui, c'est un proverbe très ancien. Et Molière, d'ailleurs, détourne savoureusement ce proverbe dans Le Médecin Malgré. Lui acte
Acte 1, précisément, apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Oui. Voilà. Oui. Voilà, il a détourné. Il a détourné l'expression. Allez, la pensée du jour présent, Patrick Diossou. Oui. Vous voulez bien la lire, cette pensée du jour? Oui, c'est une pensée tirée d'une fable de Jean de La Fontaine. Et la fable, c'est une fable qui parle des obsèques de la lionne. Voilà. Oui. Alors la pensée dit ceci. Amusez les rois par des songes. Flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dont leur cœur est rempli, ils goberont la part, vous serez leur ami. D'accord. Cela signifie quoi? Lorsque vous voyez un roi, vous voyez une autorité, enfin, c'est ce que Jean de La Fontaine dit, une certaine autorité, et vous voulez être l'ami de cette autorité royale, il faut lui montrer ce que la personne veut entendre. Il faut l'appâter par des songes, par des mensonges, les deux riment. Et les songes, ce sont des rêves, des choses qui puissent être magnifiques devant l'autorité. Lui dit ce qui est très beau, ce qui est présentable, ce qui est fascinant. Lorsque ce roi, cette autorité royale écoute ce que vous dites et c'est très beau, elle apprécie et elle vous met dans son escarcelle, elle vous met comme ami. Vous êtes dans son domaine de définition. Vous êtes cette personne à qui cette autorité se confie facilement parce que vous lui avez montré ses bons côtés, vous avez montré ce qui est beau dans son entourage, vous avez dit ce que cette personne attend peut-être qu'on dise d'elle, et vous avez utilisé aussi le mensonge. Donc le mensonge dans ce cas... Ce que vous voulez nous dire ce matin, c'est qu'il faut flatter nos autorités. Ce n'est pas qu'il faut flatter les autorités. Le responsable hiérarchique est une autorité aussi. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut il ne faut pas leur dire la vérité. Même s'il y a à dire la vérité, il faut que ce soit emmailloté, il faut que ce soit dit. Il faut bien l'habiller. Il ne faut pas être, on va dire, cru. Il ne faut pas être cru, il ne faut pas être brut, il ne faut pas être dur, parce que quand vous êtes trop dur, vous n'êtes pas l'ami de l'autorité. D'accord. Oui. Et donc peut-être a-t-il mal fait, d'accord. Peut-être a-t-elle, je vais dire, cette autorité mal mené une action, plutôt que de le lui reprocher en des termes, on va dire, durs, péjoratifs et autres. Oui. Il vaut mieux porter des gants, il vaut mieux être un peu diplomate dans l'âme, il vaut mieux y aller avec tact pour ne pas le froisser. Oui, donc c'est la diplomatie langagière. C'est la diplomatie, d'accord. Oui. Donc, c'est ça ce que Jean de La Fontaine dit. Il dit que lorsque vous êtes devant un roi et que vous voulez nécessairement lui dire la vérité, rien que la vérité, tout cru, vous n'êtes pas sûr d'être son ami. Exactement. Et quand on doit dire la vérité, elle ne doit pas être crue. On doit l'habiller. Parce que parfois, il faut le dire, Patrick Diossou, parfois, la vérité, elle blesse. Parfois, la vérité, elle blesse. Parfois, la vérité, elle fait mal. Elle fait Donc, très mal. Il faut savoir, il faut savoir comment habiller tout cela, comment embellir un peu la chose pour que cette vérité soit plus acceptable. Oui. Voilà, un peu de diplomatie, je pense que ça ne fait de mal à personne. C'est même... Ça va même au-delà des autorités, même dans nos couples, même dans nos relations avec les autres. D'accord ? C'est toujours, on va dire, bien reçu. Quand vous voulez faire un reproche à quelqu'un, c'est toujours bien reçu quand vous y mettez un peu de diplomatie. Plutôt que de dire, allez, on prend un exemple. On peut y aller, Patrick. Quelqu'un, par exemple, vous lui confiez une mission. D'accord ? D'accord. Et c'est une mission qui n'est pas... qui n'a pas été bien effectuée. Et donc, du coup, plutôt que de lui dire, tu es nul, tu n'as pas assuré, c'est pas bien, je te ferai plus jamais confiance, il vaut mieux y aller, voilà.
lui dire, écoute, tu aurais pu faire ça de telle manière, si tu avais procédé ainsi, telle approche aurait été meilleure. Oui. Voilà, votre vis-à-vis est plus réceptif en fait. Tout à fait. Ouais. Vous avez entièrement raison. Parce que lorsque vous attaquez directement le vis-à-vis n'écoute pratiquement plus. Il est braqué. Et du coup, tout ce que vous dites, il n'entend plus. Il n'entend plus. Il n'entend plus parce que vous l'avez agressé. Exactement. Et quand vous agressez, on ne vous écoute plus. Donc, quand vous passez par des manières un peu plus fluides, un peu plus flexibles, un peu plus souples, la personne à qui vous reprochez quelque chose vous écoute. Exactement. Mais quand vous écarquillez les yeux, la personne ne regarde que vos yeux écarquillés et ses oreilles n'entendent plus. Alors, au niveau du couple, par exemple, Patrick Diosso, il arrive parfois, messieurs, je m'adresse à vous, il arrive parfois, qu'on s'habille un peu mal, en tout cas que l'habillement du jour ne réponde pas à votre goût du jour. Oui. Ça arrive. Ça arrive. D'accord. Et quand ça ne va pas, plutôt que de dire, moi j'en connais, il y a des gens, mais écoute, qu'est-ce que tu as porté comme ça? Va m'enlever ça. Plutôt que de le dire ainsi, il faut y aller, il faut y mettre un peu de manière. Franchement, ça fait plaisir quand on a l'art de parler aux autres. Ça les met en confiance et vous obtenez de meilleurs résultats. Surtout ça. Oui. Madame, c'est vrai, c'est bien ce que tu as porté, mais et si tu changeais ceci par cela? Voilà. Et on va voir. Et puis, tu sais, quand tu t'habilles comme ça, tu es toute seule, je voudrais bien t'accompagner. Si je dois t'accompagner, il faut que je m'habille comme ceci, comme cela. Et donc, petit à petit, apporter un plus dans la relation. Sans ce plus, votre relation va battre de l'aile. Il faut toujours apporter ce plus dans le langage, dans la manière de faire, dans la manière de dire. Le savoir-dire, le savoir-être, le savoir-faire, c'est le devoir-faire en réalité. D'accord. Voilà qui est clair. Et donc, on rappelle encore la pensée du jour. Amuser les rois par des songes. Flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dans leur cœur soit remplie et goberont la pas, vous serez leur ami. Voilà, c'est la pensée du jour. J'espère en tout cas que vous nous avez compris. Une fois encore, nous vous souhaitons de passer de bons moments en notre compagnie. Toute l'équipe est au taquet pour vos services et d'ailleurs ainsi tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre matinale quand il sonne 7h. Excellent matin à vous en notre compagnie. Patrick Diosso, on va rapidement à la pause, le temps pour nous d'installer nos débatteurs, même s'ils ne sont pas encore là, ça va le faire. À tout de suite. Voilà, on se retrouve en plateau, Patrick Diosso, pour quelques informations, n'est-ce pas? Oui. Quelques informations tech ce matin. Oui. Et c'est l'heure de Infotech. Alors, nous allons directement, Patrick Diosso, aux États-Unis pour parler de TikTok qui n'est plus téléchargeable. Les smartphones qui ont encore l'application se vendent à des prix fous. Wow. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle là? Non, pas sûr. Je ne comprends pas tout à fait. Pas sûr, d'accord. Alors, de nouveau autorisé aux États-Unis depuis le 19 janvier et un décret signé par Trump, TikTok n'est pour autant plus téléchargeable. Une situation dont profitent des propriétaires de téléphones disposant de l'appli pour les revendre au prix fort. Vend par exemple, c'est un exemple de message qu'on voit, vend iPhone 15 Pro pour la modique somme de 13 997 $. Wow. Ce type d'annonce fleurit actuellement sur eBay aux États-Unis et quasiment tous les appareils à la vente avec des prix toujours gonflés, mais pas forcément aussi prohibitif. Trouve preneur, relève donc le site Deserto. Leur point commun, eh bien, tous sont proposés avec l'application TikTok qu'il n'est plus possible de télécharger aux États-Unis depuis le 18 janvier. Sitôt investi, Donald Trump a bien suspendu par décret l'interdiction de TikTok en lui offrant un délai supplémentaire pour la vente de ses activités américaines comme une décision de justice l'y a obligé. Mais les magasins d'applications
applications n'offrent pour autant pas la possibilité de les télécharger. TikTok et les autres applications ByteDance ne sont pas disponibles dans le pays ou la région où vous vous trouvez, écrit ainsi l'App Store. Même chose du côté de Play Store, les téléchargements de cette application sont suspendus en raison des exigences légales actuelles aux États-Unis. Alors, Patrick Diossou, Google comme Apple sont méfiants. Avant l'intervention de Donald Trump, la justice prévoyait pour les magasins d'applications une amende de 5 000 € par téléchargement. Alors, vous avez compris maintenant. Qui veut se faire amender, qui veut subir cette amende-là. Et malgré l'interdiction, il y a déjà eu un processus qui a fait qu'ils ont déjà suspendu. Avant que ça ne revienne à la norme, c'est encore tout un temps. Ce n'est pas aussi automatique. Exactement. Oui. Donc, il faut préciser que les utilisateurs qui disposaient de TikTok sur leur téléphone avant le 19 janvier peuvent, eux, continuer à l'utiliser. Ceux qui ne l'avaient pas encore ou qui l'avaient désinstallé ne peuvent en revanche plus le télécharger. Ce que les petits malins, si je puis les appeler comme ça, ce que les petits malins ont bien compris pour revendre ces portables au prix fort. Parce qu'il faut le dire, TikTok aujourd'hui, c'est un peu comme une addiction. Donc du coup, peu importe le prix, certains sont prêts à payer. Voilà, le prix fort pour avoir un portable sur lequel il y a déjà l'application TikTok. Surtout s'ils ont leur page qu'ils animent tout le temps. Exactement. Et certains sont là tous les jours sur leur page pour pouvoir faire du direct. Comment ils appellent ça déjà, le direct? Des lives. Voilà. Ça s'appelle des lives. Alors, Patrick Diossou... Je sais, vous serez un peu nostalgique ce matin. Vous connaissez le Walkman? Le Walkman. Oui, c'est vrai. C'est un système où c'est accroché à l'oreille, on marche pour pouvoir écouter de la musique, écouter. Exactement. Alors, 45 ans après sa naissance, il faut dire que le Walkman fait encore de la résistance. Alors, vous n'étiez peut-être pas né, vous qui me regardez, mais le 1er juillet 1979, un tsunami a tout emporté dans le monde de la musique. Le Walkman de Sony venait donc de naître. Bien avant les smartphones, la musique en balade, c'était lui que vous voyez bien entendu à l'écran. L'apogée du CD, l'arrivée de l'iPod d'Apple en 2001, puis celle des premiers smartphones avec l'iPhone en 2016 ont eu raison du petit baladeur analogique bien incapable de faire front face au numérique et au MP3. Alors, surprise aujourd'hui, 45 ans après les premiers baladeurs à cassette, la firme Muse en lance un nouveau modèle, le M132WN. L'appareil, il faut dire, vendu seulement à 50 € aujourd'hui, ne veut en aucun cas concurrencer certains baladeurs numériques comme ceux de ce que Sony fabrique encore, mais simplement surfer sur la vague de la nostalgie et bien entendu de la curiosité suscitée auprès des plus jeunes qui pour beaucoup ont découvert la cassette analogique dans une série célèbre diffusée actuellement par Netflix. Alors, est-ce que toi tu avais un Walkman à l'époque? Non, moi j'en avais. Non, moi je n'en avais pas. Franchement, c'était l'outil indispensable. Je n'en avais pas, tout simplement parce que nous, on vivait dans la musique, quoi. La musique live, donc tout le temps, la musique. Donc, marcher dans la rue, avoir encore quelque chose collé à l'oreille, c'était pas évident. C'était pas gai du tout. C'était pas gai. Mais franchement, c'était la belle époque, avec les Walkman, même en chambre, un peu partout, on écoutait de la musique et vivement. Ça me donne là même envie d'en avoir encore un. Je vais peut-être checker un peu partout, voir sur le marché, si je pourrais, voilà, si je pourrais, je pourrais en trouver, Patrick Diossou. Ça vous dirait d'en avoir, vous, même si vous ne l'aviez pas avant? Non, je voudrais bien, parce que c'est toujours bien d'avoir quelque chose qui est du passé, de pouvoir le montrer à une génération suivante, de dire oui, ceci, c'était. Et c'est encore, on a renouvelé, puis réexpliqué, être comme le maître à penser, le maître qui explique, qui réexplique quelque chose, même si on l'a pas eu à son temps.
expliquer. Exactement. Les Walkman à cassette, il y en avait aussi qui prenaient des CD. Des CD. Voilà, c'était la belle époque. C'est une évolution. C'était les cassettes d'abord, ensuite les CD, les CD bien fabriqués. Et puis il y a eu de petits lasers qui ont été utilisés pour les Walkman. Il y a eu une évolution. Exactement. Vraiment. Alors, Patrick Diossou, est-ce qu'on vous a déjà piraté un compte sur Internet? Aïe, plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui. Et qu'avez-vous fait? Parfois, je laisse tomber carrément le compte. Oui. Il y a eu une fois où je suis allé me plaindre à, je crois, l'OCERTID. Oui, l'OCRC? C'était l'OCERTID, je pense. L'OCRC maintenant, oui. Mais je n'ai pas pu récupérer le compte. D'accord. Et ça fait toujours mal. Ça fait énormément mal. Alors, l'une des causes, Patrick Diossou, je t'apprends ce matin que l'une des causes de piratage de nos comptes sur Internet, c'est très souvent parce que nous avons de faibles mots de passe. Ah, oui. Tiens, ce chiffre, par exemple, fait froid dans le dos. 1,89 342 532 mots de passe ont été volés en 2024. Waouh! Voilà, le chiffre fait froid dans le dos. Plus d'1 milliard, donc au cours des 12 derniers mois, on va dire. Oui. Et c'est ce que révèle le rapport SpecOp qui vient d'être publié. Le fournisseur de solutions de gestion de mots de passe et d'identification tire la sonnette d'alarme et invite donc les internautes à renforcer leurs identifiants sur le web. Et en la matière, il semblerait que nous ne soyons toujours pas assez prudents. Nous avons souvent de mots de passe, comme je l'ai dit, trop faibles. Nous avons tendance aussi à utiliser le même mot de passe sur plusieurs comptes. Ça aussi, ce n'est pas bien. Et c'est autant de critères qui facilitent le sale boulot aux cybercriminels. Waouh. Dis donc, ça fait froid. Oui, plus d'1 milliard quand même. 1 milliard. Donc, il y a 365 jours. Si on divise, ça veut dire que chaque jour, il y a des millions de comptes piratés. Exactement. Chaque jour, des millions. Alors, selon le rapport SpecOp, Patrick Diossou, certains mots de passe apparaissent ainsi toujours avec une régularité déprimante. Par exemple, on a 123 456. Ça a été volé 3,7 millions, plus de 3 millions de fois en 2024. On a par exemple le mot de passe admin. Administrateur admin, qui a été volé 474 000 fois en 2024. On a le mot de passe password. Oui. Voilà, il y en a qui écrivent password, mot de passe en anglais. Oui. Ça a été volé 558 000 fois en 2024. Et voilà, ça fait que la plupart des gens optent pour, on va se dire, des mots de passe beaucoup plus compliqués. Oui. Et SpecOp précise que parmi le milliard de mots de passe volés l'an passé, 230 millions peuvent être considérés comme étant complexes, répondant par là même aux exigences pourtant mises en avance, à savoir celle d'un mot de passe de 8 caractères minimum comportant une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Mais problème, ces 230 millions de mots de passe complexes sont souvent basés sur des mots de passe simples, artificiellement ajustés, en leur ajoutant des majuscules, des chiffres ou des caractères spéciaux à des endroits prévisibles, souligne le rapport. On a par exemple ce mot de passe, on écrit A et on met 123 456 ou admin @ 123. Où voilà, il y a pas mal de mots de passe, et donc ces mots de passe, il faut dire, peuvent être facilement devinés dans le cas d'attaque de mots de passe par force brute. La technique, elle est simple, chers amis téléspectateurs. Les cybercriminels testent toutes les combinaisons possibles à travers d'innombrables tentatives de connexion jusqu'à ce que le mot de passe, le bon mot de passe soit identifié. Ils sont très patients, les cybercriminels. Ils ont tout le temps. Et parmi donc les outils communément utilisés, il y a le logiciel Redline qui serait par ailleurs le plus prisé des hackers pour le vol de mots de passe. C'est effarant, Patrick Diossou.
Mais qui sont ceux qui fabriquent ces logiciels de vol les choses avancent, hein, Patrick. Le monde évolue. Ce n'est pas, c'est pas à cause des cybercriminels que la science va s'arrêter. Oui. Non, pas du tout. Et donc, le même site propose des règles pour se prémunir contre le piratage de nos différents mots de passe. Alors, il y a par exemple, cette astuce pour se prémunir, il faut privilégier les mots de passe longs et forts. Autre astuce, par exemple, ne jamais utiliser de mots de passe personnels dans le cadre professionnel. Ah, d'accord. Jamais de mots de passe personnels dans le cadre professionnel. Il faut aussi éviter forcément de réutiliser le même mot de passe plusieurs fois. Et selon SpecUp, 91% des utilisateurs déclarent comprendre les risques liés à l'utilisation des mêmes mots de passe sur plusieurs comptes, mais 59% le font malgré tout. Wow. Voilà, c'est tout. Patrick Diosso. Donc, il faut éviter d'utiliser le même mot de passe plusieurs fois. Ouais, oui. Et éviter d'utiliser des mots de passe très courts, des mots de passe qu'on peut deviner. 123, 200, 256, 248. Oui. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait parfois, on prend, par exemple, moi je suis née en août. Je peux prendre par exemple le mois d'août, ça fait quoi? 8. Je suis née en 24 août, ça fait on peut prendre par exemple 24 ou 8, on ajoute la date de naissance. Ça, c'est des mots de passe très faciles à deviner en fait. Et il faut dire qu'il y a une autre option qui a été proposée, mais ça c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu. On peut opter aussi pour une identification multifactorielle. Celle-ci exige des utilisateurs de prouver leur identité en fournissant au moins 2 facteurs d'authentification indépendants avant d'accéder à un système, une application ou un compte en ligne. Elle permettrait, selon Microsoft, d'empêcher 99,9% des attaques ciblant nos comptes. Voilà. Okay. C'est pas facile. Franchement, moi, j'ai déjà été piratée plusieurs fois. On va recevoir Nadège Sandi qui va nous dire si elle aussi, on lui a déjà une fois ou plusieurs fois piraté son compte Facebook, Instagram. Venez, Nadège Sandi, Facebook, Instagram ou j'en sais rien. Alors, bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidate. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, et ce matin, ça va Nadège? Je me porte très bien. D'accord, allez. Mot de passe déjà piraté chez vous, c'est déjà arrivé qu'on vous pirate un compte? Non, pas encore. Sérieux, jamais? Pas encore. Ah oui? Wow. C'est de la chance. Vous utilisez souvent des mots de passe très longs, très forts. Exactement comme vous l'avez dit un peu avant que je ne vienne sur le plateau. Oui. Pour éviter ces genres de piratage, il faut insérer beaucoup de signes, beaucoup de lettres, ne pas mettre des chiffres ou des mots un peu trop faciles, trop faciles à deviner, à décrypter. Donc, c'est ma stratégie et je pense que pour le moment, ça marche. Et jusqu'ici, ça t'a porté chance. D'accord. Exactement. Donc, tu n'as pas mis Nadosano. Non, je n'ai pas mis Nadosano ou Nadesani @ Ou parfois les prénoms des enfants, on associe les prénoms des enfants, on met leur date de naissance et tout. C'est souvent facile à deviner parce que les cybercriminels, c'est des gens qui souvent sont très méticuleux. Ils nous suivent de très près. Oui. On fait des publications parfois pour souhaiter joyeux anniversaire à nos enfants. Oui. Ils regardent tout cela en réalité. Oui, ils regardent tout ça. Oui. Ils regardent tout ça. Oui, c'est un peu comme l'idée de l'attaque. Enfin, ça, ce n'est pas attaque cybercriminelle, mais un cambriolage. Des cambrioleurs qui sont venus pour braquer et ils sont entrés dans la maison. Ils ont dit à la dame, tout ce que tu as, ils ont cité exactement ce qu'elle a. Effectivement. Je l'ai lu aussi sur les réseaux. Sur les réseaux. Il faut peut-être privilégier des phrases. De ramener même ce qu'elle a. Le gâteau de la dernière fois. Le gâteau qu'elle a acheté. Donc, tout ce qu'elle a publié sur sa page a été utilisé contre elle. Oui. On dit, voilà, quand vous exposez tout,
sur Face ou sur votre page, sachez que tout le monde suit et qu'on peut venir vous agresser par rapport à cela. Exactement. Sachant raison garder, sachant quoi publier donc sur Internet et les réseaux, la vie privée doit rester privée et la vie virtuelle doit rester virtuelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout s'entremêle, tout se mélange, on ne comprend plus rien, mais faites très attention. Allez, il est 8h30 ici en studio, une virgule publicitaire et on se retrouve juste après pour le débat. Un cas de harcèlement sexuel impliquant un enseignant et une étudiante au sein du département de sociologie anthropologue de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi a poussé les autorités académiques à réagir vigoureusement. Et cela relance sans doute le débat sur la question du harcèlement sexuel dans nos universités, un sujet longtemps resté tabou, mais qui aujourd'hui sort de l'ombre. Et on en parle sur ce plateau avec vous, Patrick Diossou. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, Nadège Sani, merci de vous joindre au débat de ce jour. Merci à vous, Rachidat, pour cette invitation. Alors, Chanceline Mevo-Anou, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante féministe, vous êtes spécialiste en communication et management de projets de développement et consultante en plaidoyer et action sur les questions d'égalité des sexes et lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Oui. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, Madame Mevo-Anou, comment comprendre la persistance de ce phénomène? Il y a pas mal de luttes aujourd'hui, il y a pas mal de sensibilisation, il y a l'arsenal juridique qui devient de plus en plus sévère. Comment comprendre que ce phénomène-là persiste? Alors déjà, il faut savoir que le harcèlement fait partie des violences beaucoup plus larges que les femmes subissent dans notre société, qui est une société patriarcale. Donc, c'est une société qui est dominée par les hommes et on a beaucoup de normes qui ne sont pas en faveur des femmes. Donc, on est en face d'un phénomène systémique avec des racines profondes. Déjà, la socialisation des filles, des garçons les prédestine à être, les filles vont être des victimes, les garçons vont être les bourreaux. Et tant qu'on ne va pas déconstruire les racines de ces violences, on va toujours continuer à traiter les manifestations ou les symptômes. Aujourd'hui, on mène beaucoup d'actions, mais on est toujours en train de traiter les manifestations alors qu'on n'est pas en train d'aller à la racine de ces problèmes-là. On est en face d'un système qui génère ces violences et il faut pouvoir s'asseoir et questionner le système et mener des actions qui touchent les racines du problème. D'accord. Aller à la racine, c'est faire quoi? Alors déjà, aller à la racine du problème, c'est savoir que c'est un problème de société, pas juste un problème de femmes ou de cas isolés. Déjà, quand on aborde les violences, on a l'impression qu'on parle de problèmes, d'accidents qui arrivent de part et d'autre. Tout est lié parce que ces violences ont des causes communes. Il faut aussi pouvoir remettre en cause notre système d'organisation sociale. Déjà, les familles, sur quel système nos familles sont basées, comment est-ce qu'on éduque les garçons et les filles. Et quand on arrive à l'école ou dans nos universités, quelles sont les valeurs et les principes qui doivent gouverner la manière dont nous fonctionnons. Il faut pouvoir transformer tout ça, désapprendre ce qu'on nous a inculqué et apprendre de nouvelles choses. C'est aussi afficher une tolérance zéro face à ces cas de violence. Et je n'ai pas l'impression que c'est ce que nous sommes en train de faire. On a toujours la culture du silence qui est profondément ancrée. Les victimes sont blâmées quand elles osent dénoncer. On ne peut pas assister à une réelle libération de parole face à un système qui blâme les victimes et qui impose le silence. Dans les universités, on entend souvent une phrase quand on parle de violence: les loups ne se mangent pas entre eux. C'est-à-dire que les bourreaux se protègent et les victimes sont blâmées. Et tant qu'il y a ce système qui blâme les victimes, on ne peut pas toucher les racines de ce problème-là. On n'a pas aussi un réel système de prise en charge. Nous, on a fait un forum à l'UAC sur les questions de violence sexistes et sexuelles. On s'est rendu compte que le parcours pour porter plainte ou le parcours pour aller s'exprimer, c'est difficile. Et si tu
vois que tu seras obligé de subir encore d'autres traumatismes en plus de ce que tu vis déjà. On tu abandonne. es obligé de te taire et tu abandonnes. Donc comment est-ce qu'on met en place un réel système de prise en charge des victimes? C'est ça qui donne le courage aux victimes de libérer la parole. Et aussi, comment est-ce qu'on intensifie la communication et l'éducation? D'accord. Et avant de vous passer la parole, qu'est-ce que vous pensez de cet énième cas de harcèlement sexuel à l'UAC? Je pense que c'est un cas qui nous montre encore que les violences existent et tous les jours, les femmes, les filles sont victimes et nous sommes en face d'un problème qui empêche les femmes de participer à la société, de se sentir en sécurité et libre. Et ça nous rappelle encore qu'il faut devenir plus audacieux et courageux dans les actions que nous menons. Déjà dans un milieu universitaire, l'enseignant est dans une position de pouvoir. On ne devrait pas assister à ce genre de choses. Donc, ça nous rappelle qu'il faut continuer à agir, intensifier les actions et qu'on n'en fait pas assez. Si en 2025, on a encore des enseignants qui ont le courage de poser des actes comme ça signifie qu'en face, on n'a pas une répression qui est très forte, on n'a pas des actions qui... Il faut décourager ça avec la dernière rigueur. Patrick Diosso? Oui, décourager avec la dernière rigueur. J'aime bien ce que, par chance, j'ai entendu Chanceline dire. Elle dit qu'il faut déconstruire tout le processus sociologique qu'on a chez nous. C'est la déconstruction, elle ne va pas, c'est pas de sitôt. Elle va prendre son temps. Déconstruire, ça part déjà de comment nous concevons la vie chez nous, la vie familiale. Ouais. Dès que l'enfant naît, d'abord à la grossesse, dans certaines familles, elles sont rares les familles qui espèrent avoir des filles. C'est quand il y a déjà beaucoup de garçons qui naissent qu'on se dit il vaut mieux, on veut une fille. Ou dans certaines ethnies, ethnie c'est parfois péjoratif, mais je ne dis pas ethnie de manière péjorative. Dans certaines ethnies, les femmes sont privilégiées. Je sais que chez les gens d'une certaine famille, ils adorent que ce soit des femmes, parce que c'est comme ça chez eux. Mais rares sont ces ethnies-là ou ces familles-là. Les autres, on attend que ce soit un garçon qui naisse. Quand dans notre tête, nous attendons dès la naissance que ce soit un garçon, on a déjà un problème par rapport à la vie familiale. Quand c'est un garçon qui vient, oui, il est le chef de la famille, c'est Sunu Gleben chez les fonds, je ne suis pas fort, mais c'est comme ça, le garçon du dehors. Quand on dit, cette femme, elle ne met au monde que des filles, elle offre elle offre comment on appelle le moyo déjà disons de la sauce ou de la tomate ou de la sauce à tomate. Oui, elle offre du moyo à la population. Donc, c'est-à-dire qu'elle livre son enfant à la population. Donc, quand on a déjà ça, c'est préjugés en tête, c'est difficile de pouvoir considérer que la femme n'est pas un objet, la femme n'est pas à être utilisée comme objet sexuel ou à être harcelée. Donc, dès qu'on a ces préjugés-là, c'est difficile. Il faut pouvoir déconstruire. C'est ce que j'ai aimé surtout aimé dans ce qu'elle a dit. Tant qu'on ne va pas déconstruire cela, on aura toujours ces problèmes-là. Et il faut rééduquer. Il faut rééduquer nos hommes. C'est dès l'enfance. Dès que l'enfant naît, il faut pouvoir lui dire aux garçons que même si les garçons, ils doivent aller à la cuisine, ils doivent apprendre à la cuisine et ne pas considérer que balayer, faire de petites choses, faire le ménage, que c'est confié aux femmes. Mais lorsque le garçon grandit avec en tête que c'est pour les femmes, ne soyez pas étonnés. Ils se sont en position de force. Oui. Et en grandissant, oui. Nos mères se sont évertuées à apprendre aux femmes à se tenir, à bien se comporter en société. Ce qui fait que nous, femmes, même quand nous avons des intentions, des sentiments envers un homme, c'est pas tout de suite qu'on va vers cet homme-là et qu'on lui parle de nos sentiments. On y met la manière. Mais les hommes, quelle éducation
avons-nous donné à nos hommes pour se contenir? On apprend aux hommes, comme Patrick l'a dit, qu'il est Sunu Glegbeno. Donc le Sunu Glegbeno, il peut faire tout ce qu'il veut et il peut avoir plusieurs femmes. Bon, c'est son choix. Mais tu ne peux pas obliger une femme. Il faut apprendre à te contenir, même quand on a des désirs, oui. Il faut emmener la femme. Si elle est d'accord, là, c'est bon. Mais tu harcèles quelqu'un, elle te dit non, tu la laisses. Il faut qu'on apprenne à nos hommes à se contenir. C'est un véritable drame, en tout cas, oui. Dans nos universités, dans nos instituts. J'aurais dû recevoir une femme aujourd'hui qui devrait témoigner. Mais malheureusement, à 2h05, je reçois un message me disant je ne pourrai pas y être parce que. Mais au fond, je sais qu'elle n'a pas un empêchement. Elle a sans doute peur du regard des gens, du regard que les téléspectateurs vont porter sur elle. Elle se dit, au sorti peut-être de cette émission, on va dire, tiens, toi aussi. J'en suis choquée ce matin, mais on n'a pas d'autre choix que de faire le débat. Elle m'a dit, j'ai été harcelée, j'ai dû laisser tomber l'université parce que le professeur que tout le monde connaît m'a harcelé. Il est coutumier du fait. Moi aussi, je suis passée par là. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai voulu l'inviter sur ce plateau. Mais à la dernière minute, voilà, elle m'a tout simplement lâché. C'est fou, c'est des vies détruites. Oui. Franchement, c'est des vies. Parce que celle-là, elle m'a dit, je rêvais d'une belle carrière. Mais là, aujourd'hui, j'exerce un métier qui, ma foi, ne me passionne pas, mais je n'ai pas eu d'autre choix, Chanceline. Ouais. Et c'est triste parce qu'à chaque fois que les victimes osent libérer la parole, on va essayer de trouver des raisons pour relativiser, demander si elle-même n'avait pas dit ou fait des choses qui ont amené le bourreau à faire ça. On utilise l'habillement pour justifier le viol alors que des bébés sont violés, des garçons sont violés. Qu'est-ce que ces enfants ont porté pour être violés? C'est pour ça qu'il faut comprendre que les violences, le harcèlement, le viol, c'est une question de domination. La personne sait qu'elle ne devrait pas faire ça, mais la personne se sent en position de pouvoir. Et ça rejoint ce que vous avez dit, on traite les femmes comme des objets, des propriétés, des personnes, et elles ne sont pas vues et traitées comme des personnes humaines à part entière. Et c'est la manière dont les femmes sont déshumanisées qu'on doit changer. Et moi, j'indexe aussi la responsabilité des hommes. Bien sûr, il faut éduquer. Et quand on parle, des hommes se lèvent pour dire pas tous les hommes et tout, mais qu'est-ce que vous faites entre hommes pour changer les choses? C'est pour ça aujourd'hui on parle de masculinité positive. Et ça permet d'associer les hommes au combat, parce que sans ça c'est peine perdue. Alors comment on fait aujourd'hui franchement pour décourager tout ça? Comment on fait? Parce que quand vous allez aujourd'hui dans nos universités, c'est pas la peine. Hors caméra, les femmes, les filles, elles vous parlent. Mais une fois que vous marquez la caméra, elles ne veulent plus du tout s'exprimer, elles ne veulent plus du tout en parler. Dans nos facultés de médecine, c'est incroyable, incroyable. Et vous avez mis le doigt sur un problème, vous avez dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Mais bon Dieu, comment un père de famille, je me dis, parce que c'est des gens qui ont des enfants à la maison, qui s'offusquent de voir certaines choses, qui s'offusquent de voir d'autres hommes faire du mal à leurs propres enfants. Mais comment, quand on est père, quand on a des enfants, comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour décourager ces pervers, j'ai envie de dire? Alors, c'est une bataille sur tous les fronts. Et moi, quand je parle, je me dis, pour garder espoir, je vois la marge de manœuvre que nous avons aujourd'hui avec les jeunes et les enfants. Parce qu'il y a des personnes qui sont complètement imbibées dans ces normes et n'ont même pas la volonté de changer. Et si les gens n'ont pas la volonté de changer, il n'y a que la répression qui peut intervenir. Mais sur les enfants et sur les jeunes aujourd'hui, c'est un travail de déconstruction. Et c'est pour ça qu'il faut intensifier aussi le travail. Vous insistez là-dessus. Sur ça, oui. On a des programmes d'éducation dans nos écoles. C'est comment est-ce qu'on ramène
ramène la question d'éducation à l'égalité, la question du respect de la personne humaine, de l'intégrité de la femme même dans nos éducations, et comment est-ce qu'on change la masculinité? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la masculinité, on peut être homme qu'en étant violent, alors qu'on peut être homme autrement. Donc, comment est-ce qu'on réinvente la masculinité, on transforme la manière dont les hommes incarnent une certaine virilité qui n'est pas synonyme de violence, de domination et d'oppression. Et comment est-ce qu'on soutient les victimes? Je pense qu'il faut réellement des actions pour que les victimes ne se sentent plus seules. Et parce que la société en général, quand elles vont parler, les expériences vont être amplifiées en ligne. Et ça donne l'occasion à tout le monde, même des inconnus en ligne, de les blâmer. Donc le harcèlement en ligne aussi se rajoute quand les victimes osent libérer la parole. Donc comment est-ce que la répression aussi prend en compte les cas de harcèlement en ligne? Comment est-ce qu'on blâme les victimes en ligne? Et pour finir, l'éducation des filles. Moi, je suis très heureuse parce qu'on a aujourd'hui un programme national sur l'éducation des filles. Mais cette éducation-là, si elle n'est pas transformatrice des dynamiques de genre, on va toujours continuer à parler des mêmes problèmes. Parce que quand on renforce les filles, quand elles ont les ressources pour se défendre, elles sont en mesure de défendre leurs droits et de constituer un mouvement qui réagit face à ces cas-là. Oui. Elle a parlé de mouvement, constituer un mouvement. Je pense que c'est une question de lobbying maintenant partout, en toutes circonstances et dans tous les domaines, je dirais, dans toute la stratification de la société, chez les hommes aussi. Parce que quand vous vous mettez à défendre, on dit, oh, homme féministe, toi tu es un faible. Même chez les hommes, ça s'entend. Toute personne qui se met à défendre les femmes, on dit non, c'est un faible. Parce qu'on conçoit mal qu'il puisse être là. Oui. C'est vraiment fou. Il y a certains qui, lorsque vous leur expliquez certaines choses, de petits détails par rapport à une vie qui peut être une vie épanouissante, ils disent non, toi tu n'es pas un homme. Un homme ne fait pas ça. Un homme doit être dur. Il doit tenir d'une main de fer. Il doit tenir d'une main de fer sa femme, sa maison. Non, je dis non. Vous pensez que c'est comme ça que la société doit être? Non, depuis le temps de nos aïeux, ça a été toujours comme ça. Et ça a toujours réussi. Comme si nos aïeux étaient des brutes. D'où la responsabilité des parents aussi. Oui, il faut qu'à la maison, les parents passent des messages à leurs enfants garçons. Et le message passe déjà par l'attitude du père envers la mère. L'attitude du père. Est-ce que c'est un père qui se met toujours dans sa peau de féodal, de phallocrate, voilà, c'est lui le tout-puissant, et il parle, plus personne ne parle. S'il se met dans cette position, le garçon qui est là va observer, il va l'imiter. La fille qui est là va observer aussi, il va se retrancher et être toujours dans une posture de faiblesse, de peur devant toute personne masculine. Donc c'est déjà à la base. Comment le père se comporte. En faisant ça, on va prévenir. Oui, comment le père est à la maison. Tant qu'il est celui-là qui ne donne que des ordres, qui n'écoute pas, il a déjà détruit cette cellule familiale, et cette cellule familiale fabrique déjà un violeur en puissance. Mais j'ai envie de dire que ça m'a tout l'air d'être un combat pagaillé d'avance. Parce que notre société, ma foi, est-ce qu'elle est prête? Parce que quand parfois, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les hommes qui sont doux, les hommes qui sont compréhensifs, les hommes qui cajolent la femme, les hommes qui élèvent la femme, les hommes qui mettent la femme là où il faut, ces hommes-là sont stigmatisés. On va dire c'est un assoubo, on va dire c'est un homme qui... Voilà. Et est-ce que notre société est vraiment prête? C'est compliqué tout ça. Malheureusement, Chanceline, vous n'êtes pas vite venue pour qu'on débatte. Bon, vous souffrirez de l'entendre en direct. Les internautes qu'ont-ils dit sur la question du jour ce matin, ma chère Nadège? Quelle solution proposez-vous pour prévenir le harcèlement sexuel dans nos universités?
Ok, Rachidat, nos internautes ont suggéré plusieurs trucs. Stanislas Pomaleyi pense que lorsqu'on a des preuves d'une certaine relation entre enseignants et enseignés, il faut inviter les concernés et leurs parents respectifs, faire assister la séance par un magistrat qui va officialiser légalement le mariage. Ce faisant, l'enseignant au risque de tomber dans le piège du mariage alors qu'il ne l'a peut-être pas encore fait avec son épouse, saura se comporter envers les étudiantes dont il a la charge. Ephrem Azagnon pense que tout repose sur l'éducation. Il faut inculquer de bonnes valeurs aux enfants à la maison et ainsi, une fois à l'extérieur, ils adopteront un comportement exemplaire plutôt que de rejeter la faute sur les enseignants. Ça, c'est son avis. David Roy a également laissé un commentaire sur notre page Facebook. Notre ami internaute estime que le gouvernement devrait interdire certains styles vestimentaires. Selon lui, nos sœurs imitent les européennes alors que les réalités sont tout autres. Koumassa Maurice suggère que pour prévenir le harcèlement sexuel dans les universités béninoises, il est essentiel de maintenir une sensibilisation continue auprès des acteurs du système universitaire sur les conséquences négatives de la pratique. Bokor Roland Caliste partage le même avis et recommande également la sensibilisation pour prévenir ce phénomène. Il souligne aussi que les dénonciations et les plaintes adressées aux responsables, accompagnées de confrontations entre les parties concernées, sont des étapes essentielles. De plus, notre ami internaute estime que l'application de sanctions constitue un moyen de dissuasion efficace pour freiner ce fléau. Voilà. Il faut désormais forcer les enseignants auteurs de harcèlement. Hein? Il faudrait que les victimes portent plainte et qu'il y ait des sanctions qui accompagnent et des sanctions très dures pour décourager j'évoquais en fait le commentaire du premier intervenant qui disait que le mariage forcé pourrait dissuader les enseignants de harceler leurs étudiantes. Ce qui est sûr, c'est que ces bourreaux dans nos universités sont connus. Et c'est de promotion en promotion, de génération en génération. C'est des enseignants qui sont considérés, des professeurs qui sont considérés comme des demi-dieux. Et d'ailleurs, ils le disent. Ils sont connus, hein. Ils sont connus. Franchement, si on tape dans la fourmilière, franchement, non, on va en sortir beaucoup. Je vous assure, ils sont connus. Ce sont des noms que tout le monde connaît, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Il est temps, franchement, de décourager cette pratique. Moi, j'ai mal dans ma chair. J'ai mal dans ma chair quand on rêve d'une vie, d'une certaine vie, et que à cause de certains pervers, on est obligé de dévier de sa trajectoire. C'est pas normal. L'exemple de celle qui devait passer sur le plateau. Oui, bien sûr. Imaginez ce qu'elle aurait pu apporter à notre nation si elle avait poursuivi ses études normalement et réalisé son rêve. Oui. Vous voyez, c'est une perte pour la nation. Une perte pour la nation. Oui, voilà. Et le drame dans tout cela, c'est qu'il y a aussi des victimes, enfin des hommes qui sont victimes, enfin des garçons ou des jeunes étudiants qui sont victimes. Étudiants parce que on l'a vu en train d'être comme un copain, un ami. Je pense qu'on va revenir, on va revenir sur ce sujet. On va revenir sur ce sujet parce que ça me rappelle ce courrier adressé au président de la République par un citoyen qui a évoqué le cas d'un jeune qui en a été victime simplement parce que sa copine a été harcelée par un professeur qui n'entendait pas lâcher prise et qui a son tour harcelé le jeune étudiant qui a fini par en devenir fou. On va revenir sur ce sujet. Chanceline, on va tout de même dire bravo
à l'INF qui quand même fait de grands efforts. Il reste juste à doter vraiment cet institut de moyens pour prendre en charge les victimes, pour suivre tout le processus de dénonciation jusqu'à l'arrestation du coupable, pour que cet institut, franchement, soit aujourd'hui l'arme, on va dire, qui décourage ces pervers. Bravo à l'INF. Avec eux, de plus en plus, aujourd'hui, il faut dire que il y a des silences qui sont brisés. Les gens osent prendre la parole, les gens osent, les femmes aujourd'hui osent dénoncer, et c'est à saluer. Chanceline, on va vous retrouver peut-être la semaine prochaine, parce qu'il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur. L'habillement est-il un motif de harcèlement sexuel? C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il faut qu'on en parle, parce que aujourd'hui ça va dans tous les sens, et il faut vraiment qu'on en parle. Chanceline, merci d'être passée sur ce plateau. Patrick Yossou, à demain. Nadège, à demain. Merci à vous, Rachida. À demain. À demain. Je voudrais inviter toutes les femmes à se soutenir, parce que quand on parle de harcèlement et qu'une femme dénonce, et que toutes les autres femmes, au lieu de la soutenir, de comprendre ce qu'elle a vécu, qu'on s'acharne sur elle, c'est un phénomène qui fait que beaucoup de femmes se découragent et qu'elles n'ont plus le courage réellement de porter plainte et d'arrêter ce phénomène-là qui se perpétue, et nos femmes, nos filles en sont victimes. Donc il faudrait qu'on se soutienne entre femmes. Chanceline, manifestement, est d'accord. Je suis très d'accord. Sans la sororité, en quelques secondes. Sans la sororité, on ne peut pas y arriver. Exactement. La société, c'est nous. Nous créons cette société-là. Donc c'est aujourd'hui, à travers les décisions, nos actes, que nous allons changer les choses. Allez, merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. On se retrouve demain à 7h, toujours, pour votre matinale 5 sur 7 matin.